Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview de Enquête et Débat. Aujourd'hui je reçois l'historien Jean Monneret. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors je vais présenter Jean Monneret et puis nous passerons aux questions que je lui ai préparées. Alors Jean Monneret, vous êtes docteur en histoire, Oui. Vous êtes spécialisé sur la guerre d'Algérie, sur laquelle vous écrivez depuis 1987. Oui. Je trouvais ça sur votre site, donc... Si, à peu voilà. près, oui, même un peu avant, mais enfin, à écrire des articles, disons. Ouais. Voilà. Très bien. Alors vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, vous en avez amené 3 ici. Alors je vais les citer. Mourir à Alger, été 1962, qui est paru en 2003. C'est ça. Il ne fait pas partie de cela. Non, je ne les ai pas tous là, j'en ai écrit une dizaine. Une dizaine, hein. Donc la guerre d'Algérie en 35 questions, paru en 2008. Une ténébreuse affaire, la fusillade du 26 mars 62 à Alger, paru en 2009. Vivre à Alger, la guerre et la paix dans l'Algérie des Français 58-62, qui est là, est paru en 2010. Et de la désinformation autour du film Hors-la-loi en 2010 aussi, qui est là. Et donc on citera également la tragédie dissimulée Oran 5 juillet 1962, qui était paru, quelle année? En 2006, et qui pourrait, je pense, va reparaître sous une forme, mise à jour dans le courant de l'année 2012. Parfait. Alors, commençons par un sujet d'actualité, parce que vous aviez passé votre thèse de doctorat sous la direction d'un certain François-Georges Dreyfus, Exactement. qui n'est pas très connu du grand public, mais qui est... Oui, qui est très connu dans le milieu des historiens. Hein. Voilà. Et malheureusement, il vient de nous quitter il y a quelques jours. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à son sujet? Écoutez, je suis très attristé. Le professeur Dreyfus était un poids lourd de l'histoire. C'était un spécialiste de l'Allemagne, c'était aussi un spécialiste de l'histoire des religions, mais c'était aussi un spécialiste de l'histoire contemporaine. Il a écrit des ouvrages tout à fait remarquables sur la guerre mondiale, sur l'occupation, sur la Russie. Et je dois dire que je suis très attristé, mais j'ai été dans le passé très honoré de connaître cet homme qui était tout à fait hors du commun et qui en particulier était attaché à une des plus grandes traditions de l'université française, si vous voulez, qui est la liberté de penser. Et comment vous dire cela en peu de mots? Mais le professeur Dreyfus, c'est bien connu, était, si vous voulez, il avait des sympathies gaullistes. Ce qui ne l'empêchait pas d'affirmer que sans le maréchal Pétain, pendant la guerre, il serait mort. Ça vous donne une idée du personnage. Ce même professeur qui était gaulliste, lorsque je lui ai proposé de faire une thèse sur la phase finale de la guerre d'Algérie, que vous voyez ici, Quel temps que vous voyez ici, m'a tout de suite dit oui. Il n'ignorait pas que ceci apporterait sans doute, vis-à-vis du général de Gaulle et de son rôle à l'époque, des informations qui n'étaient pas favorables. Mais il n'a pas fait passer ses sentiments personnels et ses convictions personnelles avant la recherche de la vérité. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est extraordinaire et dans l'université française. Qui est rare. Qui est devenu rare, il faut s'en attrister. Et parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous sommes devant toujours cette menace d'une pensée unique, d'une pensée formatée, de ces gens qui raisonnent en fonction d'une idéologie et pour qui l'histoire, au fond, n'est que quelque chose qu'on peut plus ou moins trafiquer. Voilà. Alors le professeur Dreyfus, c'était l'antithèse de tout ça. C'était la liberté de penser. Alors justement, je rebondis avant de vous poser la deuxième question que j'avais préparée, je rebondis sur ce que vous venez de dire. La pensée unique, ce sont notamment les médias. Comment vous expliquez que des historiens comme Benjamin Stora, par exemple, soient multi-invités sur les plateaux très connu de la plupart des Français, et que vous, qui êtes un autre spécialiste de la guerre d'Algérie, des principaux en France, vous ne soyez quasiment jamais invité. Vous pouvez dire jamais. Ou jamais. Voilà. Alors oui, il n'y a pas que moi qui ne suis jamais invité, parce que en ce qui concerne
la guerre d'Algérie. Il y a bien d'autres spécialistes. Hein. Je pense au professeur Pervier, je pense à Daniel Lefebvre. Lui est invité un peu. Ça arrive, ça arrive. Je pense à d'autres personnes, comme le général Fèvre, par exemple, des gens qui ont publié des ouvrages tout à fait remarquables et qui ont permis des avancées dans la connaissance de... Alors, comment je l'explique? Eh bien, je l'explique tout simplement parce que sur la guerre d'Algérie, il y a une véritable instrumentalisation de l'histoire. Bon, prenons un exemple. Je vais revenir tout à l'heure, peut-être, si vous le permettez, sur le film Hors la loi. Mais actuellement, on vient de sortir un film qui s'appelle Les Hommes libres. Ouais, j'avais une question là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Avec d'excellents acteurs, vous voyez. Mais il est clair qu'on s'est servi d'un épisode quand même très marginal de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation. Cet épisode marginal, on l'a gonflé, et tout ça pour amplifier les choses au point que, bon, on va avoir le sentiment, n'est-ce pas, que la mosquée de Paris était en pleine résistance et qu'elle a aidé les Juifs, etc. Bon, enfin bref, les choses... Ça, c'est une chose. Et puis un film, ce n'est jamais qu'un film. Mais ce film est accompagné d'un texte qui est diffusé dans les milieux de l'éducation nationale à destination des professeurs pour qu'éventuellement ils fassent venir, qu'ils amènent leurs élèves pour voir ce film, et qui est préparé par Benjamin Stora. J'ai vu ce texte. Il y a des erreurs historiques. Bon, d'ailleurs, un de mes amis, M. Lefebvre, a fait quelque chose pour réagir à cela, voyez-vous. Mais pourquoi se fait-il, effectivement, comme vous le dites, que Stora ait le monopole en ce qui concerne l'Algérie? Bien, c'est tout simple, c'est parce qu'on a décidé une bonne fois pour toutes de gonfler ce personnage au point qu'il est devenu le spécialiste. Mais pourquoi? Mais parce qu'il exprime le politiquement correct là-dessus. C'est-à-dire que pendant la guerre d'Algérie, eh bien... alors, je pourrais prendre un exemple, mais qui, à mon avis, est significatif. Dans ce texte dont il est question, il dit que les Algériens, à l'époque, n'avaient pas la nationalité française et qu'ils étaient des hommes invisibles. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Ils avaient la nationalité française. Alors je ne dis pas, on pourrait discuter pendant longtemps, c'est un fait que cette nationalité, pour certains, ne s'accompagnait pas de la citoyenneté. Ce sont des problèmes extrêmement compliqués. Il est vrai que, comment dirais-je, un électeur, comment dirais-je, musulman avait moins de poids par rapport aux électeurs du premier collège. Enfin, ce sont des questions très compliquées. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement, il ne s'agissait pas dans l'Algérie de cette époque, mais nous parlons de choses qui remontent à 70 ou 80 ans. C'était un autre monde, une autre mentalité. Il ne s'agissait pas seulement de représenter un homme, un vote, le suffrage universel, mais il s'agissait de représenter aussi des communautés. Que ceci ait impliqué des injustices, que ceci ait impliqué des erreurs, que les autorités françaises aient tardé, si vous voulez, à généraliser le droit de vote pour tous les citoyens, comme l'a annoncé à un certain moment le général de Gaulle, je n'en disconviens pas. Mais enfin, dire que en 1942, les Algériens musulmans n'avaient pas le droit de vote, bref. Alors, je vais passer à ma deuxième question. Il y a une expression qui revient systématiquement quand on parle de la guerre d'Algérie, et en général de l'Algérie, c'est pied noir. Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez il y en a d'autres, hein, il y a Arki, etc. Mais là, je voudrais m'attarder un peu avec vous sur pied noir, parce que d'où vient cette expression? J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'accord entre historiens. Oui, non. Bon, écoutez, c'est-à-dire que ça relève un peu du folklore. Hein. Alors, il y a peu d'historiens qui se sont penchés là-dessus, à vrai dire. Moi-même, je veux dire que c'est mystérieux. Alors, si vous attendez une réponse définitive de ma part, malheureusement, je ne pourrais pas vous la fournir. Il y a toutes sortes d'explications, les uns disant que bon, les soldats qui avaient débarqué là-bas en 1830 portaient des chaussures noires, des bottes, que sais-je. Que le nom serait resté pour désigner bien fort, hein, pour désigner
le nom serait resté pour désigner les Européens lorsqu'ils venaient d'Algérie. Bon, ce n'est qu'une hypothèse. Enfin, si vraiment parmi nos auditeurs il y a des gens qui veulent à tout prix éclairer ce problème, je ne saurais trop leur recommander d'aller sur le site du professeur Pervillier, qui est à ma connaissance le seul historien, c'est un historien professionnel, universitaire et tout ça, donc il est patenté, si j'ose dire. Et c'est le seul à ma connaissance qui a fait une étude véritablement scientifique, historique de cette chose-là, où d'une manière exhaustive, il montre quand c'est apparu, comment, quel sens lui donner, etc. Parce qu'il n'est pas certain que ça vienne à proprement parler d'Algérie. Ouais. Il est possible que l'expression ait été employée d'abord au Maroc. Mais je ne peux pas vous en dire plus, parce que, et puis j'avoue que ce n'est pas une question qui m'empêche de dormir à proprement parler. Mais enfin, mais la curiosité est tout à fait légitime, puisque c'était effectivement très répandu. Ouais. Alors, autre question. Vous avez écrit donc une analyse du film Hors la loi, donc j'aimerais que vous nous la résumiez et que, effectivement, on parle des hommes libres, puisque c'est un film qui sort ces jours-ci, et qui présente des musulmans ayant protégé des juifs pendant la guerre, donc, comme vous le disiez. Oui, oui. Or, un magazine en ligne qui s'appelle Kabyle Mag accuse, donc c'est un détournement de l'histoire selon eux, sous la bénédiction de Benjamin Stora, et ajoute-t-il, ce réalisateur n'est-il pas tout compte fait qu'un autre raciste arabe anti-kabyle, parce qu'il leur reproche de ne pas présenter les Kabyles. Je vois. Alors écoutez, je ne veux pas trop m'attarder sur ce film, je vous le dis franchement, pour la bonne raison que je ne l'ai pas encore vu. Oui, je crois d'ailleurs qu'il n'est pas sorti. Ah peut-être, oui. Alors, donc je ne veux pas. Ce que je sais, c'est que ce que j'ai lu, et c'est pour ça que je vous en ai parlé, c'est le texte dont Benjamin Stora l'a accompagné à destination des enseignants. Ouais. Mais la question que je me pose, ce film va-t-il mettre en relief le fait que, à cette époque, les Algériens, enfin d'une manière générale, les Maghrébins, mais enfin les Algériens avaient un statut spécial, puisqu'ils étaient citoyens français, justement, contrairement à ce que dit Stora. Les Algériens étaient dans l'immigration à 90 ou 95% kabyles. Ouais. C'est-à-dire berbère. Est-ce que ce fait est mis en relief dans le film? Je n'en sais rien. Alors apparemment, eux ont vu, ils ont été une séance avant l'inaugurale. Voilà, et donc apparemment non, pas du tout, et c'est un détournement de l'histoire, selon eux. Bon, alors vous voyez, je suis un peu embêté pour vous en dire plus. Bien sûr. J'ai pas vu le alors, film. On en vient à Hors la loi, justement, parce qu'à la fin de leur article, Kabyle Mag ajoute: le fait devient coutumier. Le 22 septembre 2010 sortait déjà le film de Rachid Bouchareb, Hors la loi. Il détournait le travail de la Fédération de France, donc l'organisation du FLN en France, essentiellement kabyle, au profit de l'arabisme. Alors là, c'est tout à fait exact. Je dois dire que je suis presque d'accord entièrement avec cette critique. À l'époque, c'est-à-dire en 1962, la guerre d'Algérie se termine en 1962, donc de 1954 à 1962, la situation en France métropolitaine était la même, c'est-à-dire que les immigrés algériens, qui devaient être entre 400 et 500 000, étaient massivement berbères. Et tel était le cas tout particulièrement à Paris, et par conséquent, ceux-ci se retrouvaient dans l'organisation du FLN, qui était l'organisation, bien entendu, clandestine, puisque nous sommes en pleine guerre, et cette organisation était massivement berbère. Or, je le signale d'ailleurs dans mon livre, lorsque on entend dans le film des responsables du FLN parler entre eux, ils parlent tous systématiquement le dialecte arabe et pas du tout le dialecte berbère, ce qui était évidemment le cas dans la réalité. Bon, alors, ça peut évidemment paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que les acteurs qui participent au film, dont Jamel Debbouze, il y en a un dont j'oublie le nom là, peu importe, mais c'est amusant parce qu'ils parlent toujours, ils parlent souvent français, ce qui évidemment se comprend pour toutes sortes de raisons, mais quand ils se mettent à parler arabe, ils parlent le dialecte
il parle le dialecte arabe, jamais mais ce qui est amusant, c'est qu'il parle le dialecte marocain. Ouais. Alors, ce qui est conforme d'ailleurs, alors que c'est parfaitement ridicule. Ouais. Alors, je sais bien que le français de base, le citoyen français de base qui va voir ce film ne sera complètement insensible à ça. Mais, si vous voulez, quand vous êtes un petit peu spécialiste de ces questions, vous voyez ça, bon, on en reste un peu alors, pour vous, soufflé. Est-ce que ça participe d'une propagande pro-arabe et anti-kabyle, sachant que, par exemple, l'immigration kabyle ne demandait pas de mosquée. On se dit toujours aujourd'hui pourquoi il y a une demande de mosquée actuelle et il n'y en avait pas avant. Ben, ça vient d'une différence d'immigration, justement. Dans une certaine mesure, vous avez raison. Ouais. Disons que les Kabyles, les Berbères en général, les Kabyles, et particulièrement les Kabyles dans la Fédération de France pendant la guerre d'Algérie, étaient des gens très portés, plutôt laïques, bon, alors qui rendaient un hommage, si vous voulez, comment on dit ça, si vous voulez, très rapide, du bout des lèvres à l'islam, mais en réalité, très souvent, leur pensée était structurée par le marxisme. Ils étaient influencés par le marxisme parce qu'ils vivaient en France, parce qu'ils avaient des contacts avec les syndicats marxistes, avec le Parti communiste. Bon, il y avait des mésententes graves avec le Parti communiste, mais ça ne les empêchait pas d'être influencés par le marxisme et de raisonner souvent en marxiste, même si on ne peut pas dire, pas du tout même, qu'ils étaient alignés sur l'Union soviétique ou des choses comme ça. Mais, si vous voulez, c'était une pensée laïque, c'était une pensée largement marxisante, je dirais, plutôt là, donc complètement différente, effectivement, de cette immigration que nous avons aujourd'hui, et qui est utilisée, d'ailleurs, les revendications actuelles de l'immigration sont souvent utilisées par des gens, alors bon, je vais dire pour simplifier, des mondialistes, mais qui sont bien représentés dans par les autorités françaises depuis plusieurs décennies, et qui nous font... Alors c'est une politique extrêmement bizarre, qui consiste à, je ne dis pas islamiser l'Europe, parce que ça va trop loin, mais enfin il est vrai qu'on constate qu'il y a une implantation de l'islam en Europe qui est faite délibérément, qui est encouragée. Donc, que les Kabyles ne demandaient pas, justement. Jamais les Kabyles. C'est important. Jamais les Kabyles n'ont demandé ça. Et d'ailleurs, pour en revenir rapidement à l'occupation, parce que c'est pas quand même notre sujet, il est vrai qu'il y a eu des Maghrébins, j'en doute pas, qui ont aidé les Juifs, qui ont été résistants, ça... Je n'en doute pas, mais il est vrai aussi qu'il y en a un certain nombre qui étaient dans la milice et qui ont sévi. Alors je ne sais plus si c'est dans le Limousin ou dans la Creuse. Mes souvenirs ne sont pas très précis là-dessus, mais enfin, il y avait des tendances. D'accord. On attendra peut-être longtemps le film à ce sujet, justement. Bon. Je crois. Alors, bon, la guerre d'Algérie, c'est une période quand même trouble de notre histoire, et c'est ce qui en fait... quelque chose de passionnant, parce qu'on découvre encore aujourd'hui des choses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur François Mitterrand pendant la guerre d'Algérie? Est-ce qu'il a, comme je l'ai lu, justifié la torture? Ça, c'est Jacques Attali qui le lui reproche. Est-ce qu'il a fait assassiner des membres du FLN? Cette fois, ça c'est Benjamin Stora qui l'a écrit récemment. Notamment, il parlait de 14 dirigeants du FLN. Et le général Ossarès a écrit par exemple que Mitterrand a pendu quelqu'un qui s'appelait Ben Midi sur l'ordre, enfin que Ossarès. Bon, oui, je vois de quoi il s'agit. Sur ordre de Mitterrand. Oui, vous avez compris. Bon, Ben Midi était un responsable important du FLN, et en particulier, il était à Alger pendant ce qu'on a appelé la bataille d'Alger en 56-57. Et donc cette période où le terrorisme sévissait dans les rues d'Alger, c'est-à-dire, il faut savoir à quoi ça correspond, c'est-à-dire qu'il y avait 10 morts par jour, et les gens en question, les commandos du FLN en question, frappaient des civils, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de responsabilité ni militaire ni administrative, c'est-à-dire qu'on mettait des bombes dans les cafés, on mettait des bombes dans les autobus, parfois dans des écoles, sur des stades de football, et ceci a fait des dizaines et des dizaines de morts. On frappait des gens qui étaient des civils, des femmes, des enfants, y compris. Bon. Donc il faut bien préciser de quoi nous parlons. Le terrorisme, c'est ça.
Ça consiste à s'en prendre à des civils, de manière à semer le trouble dans la société et éventuellement une terreur collective. Bon, le FLN avait choisi ce mode d'action après le congrès de la Soumam, et parce que, entre autres choses, ils avaient compris que lorsqu'on faisait exploser une bombe à Alger et qu'elle faisait des morts dans des cafés ou autres, toute la presse en parlait, ça avait un retentissement mondial, et que ça avait beaucoup plus d'écho que lorsque, dans une opération de guérilla, 3 ou 4 maquisards ou 3 ou 4 soldats français étaient tués. Donc, ceci avait amené, alors, la fameuse bataille d'Alger, je ne vais peut-être pas raconter l'histoire maintenant, mais enfin, l'intervention des parachutistes, intervention très musclée, et le démantèlement des réseaux du FLN. Ben Mahdi a été arrêté, c'était un des plus importants chefs FLN arrêtés. Alors, Osarès a raconté que, bon, il y avait un mystère entourant la mort de Ben Mahdi, mais enfin, on savait qu'il avait été exécuté. Et, bon, on a appris par Osarès qu'il a été pendu. Sur ordre de Mitterrand, donc. Alors, sur ordre de Mitterrand, selon Osarès. Ça, franchement, j'en doute un peu. Ouais. Les choses étaient aussi directes que ça. Ah bon. Parce que ça rejoint ce que dit Benjamin Stora. Oui, bon, peut-être. Il aurait fait exécuter ces 14 dirigeants du FLN. Alors, à quoi fait allusion Benjamin Stora quand il parle de 14 dirigeants du FLN? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des exécutions. À l'époque, la peine de mort n'était pas abolie. Donc, à partir du 19 juin 1956, les terroristes arrêtés et qui avaient été condamnés à mort par des tribunaux ont commencé d'être exécutés. Voilà, par exemple, à la prison Barberousse à Alger. Alors, je ne vais pas entamer maintenant une discussion sur la peine de mort, etc. Non, parce que voilà. Mais ce qui est certain, c'est que Mitterrand était à l'époque ministre de la Justice et que, par conséquent, il a signé certains documents autorisant l'exécution de ces personnages. Alors 14, je ne sais pas pourquoi Stora dit 14, peut-être 14, peut-être. Je sais que les deux premiers, on en a beaucoup parlé, l'un s'appelait Zabana, l'autre s'appelait Farraj, et les deux avaient été condamnés par des tribunaux. Alors je sais que Stora a écrit un livre dans lequel il explique, bon, c'est toujours pareil, chaque fois que quelqu'un est condamné à mort et exécuté, on vous raconte après qu'il était innocent. Alors, je veux bien que cette époque-là, il y a eu tout ce qu'on veut, une frénésie. Des emballements, oui. Des emballements peut-être. Enfin, c'est sûr que Mitterrand, ils n'ont pas pu être exécutés sans l'accord de Mitterrand. Et donc on sait que Mitterrand a signé un certain nombre de choses. Voilà. Alors, parce que sur ce qu'a dit Jacques Attali, je cite un article d'Algeria Watch de 2001. Ah, je ne connais pas, mais enfin, allez-y. Alors, pour Attali, qui se référait à une discussion avec Mitterrand, ce dernier, je cite, a créé les conditions légales pour que la torture soit en place. Quand il a, comme garde des Sceaux, proposé la loi de mars 56 qui donnait tous les pouvoirs aux militaires en matière de justice en Algérie. Il m'a dit, début 74, c'est la seule erreur que je veux bien reconnaître dans ma vie, a ajouté Attali. Cette information venant s'ajouter à la déclaration de Osarès et à d'autres témoignages rapportés et analysés par des historiens, fait que ceux qui veulent limiter les responsabilités aux seuls militaires commencent à livrer en quelque sorte un combat d'arrière-garde. Oui, alors, évidemment, M. Attali, il ne manque pas de subtilité. C'est vrai que, pour ma part, j'ai toujours trouvé, si vous voulez, odieux que l'on fasse peser la responsabilité de la torture, parce que, bon, des tortures, il y en a eu. Ce que je conteste formellement, c'est que la torture ait été généralisée. Je conteste également que toute l'armée française ait pratiqué la torture. Ce n'est pas ça. Mais si on dit que les militaires français ne portaient pas la responsabilité de la torture, je suis d'accord, parce que nous étions dans un régime qui, malgré tout, malgré l'état d'urgence, malgré tout ce que vous voulez, c'était quand même un régime dit républicain démocratique. Donc, à aucun moment,
les militaires n'ont comment dirais-je, assumé le pouvoir politique. Nous n'étions pas dans une république putschiste. Donc, il est vrai que certains militaires ont agi comme ils ont agi, parce que les responsables politiques leur avaient donné des instructions en ce sens. Je ne savais pas qui... Là, vous attirez mon attention sur une loi, etc. J'avoue que... je ne savais loi pas... de mars 56, oui. Bon, je ne conteste pas l'existence de cette loi, mais c'est encore plus, ça va encore plus dans ce sens, c'est-à-dire que les militaires en question agissaient en fonction de directives du pouvoir politique, du pouvoir aussi bien exécutif que législatif. Donc, si on veut dire par là que les hommes politiques de l'époque, y compris Mitterrand, je ne me souviens plus très bien, c'était Guy Mollet ou c'était déjà son successeur, je ne me rappelle plus. Bon, si on veut dire ça a beaucoup bougé dans la quatrième. Oui, moins dans cette période-là. Il y a eu Guy Mollet, il y a eu ensuite Bourgès, Monoury, enfin bon, peu importe. Ces gens-là ont une responsabilité dans ce qui s'est passé. On ne peut pas dire les militaires et seulement les militaires, non. D'autre part, ceci dit, M. Attali, malgré son intelligence et sa subtilité, a encore des progrès à faire. Il faut qu'on en arrive à penser une chose, c'est que il est malhonnête intellectuellement de parler de torture si on ne parle pas de terrorisme. Vous comprenez? Si vous en prenez aux militaires français pendant la guerre d'Algérie en disant voilà, ils ont torturé, bon, d'accord. Mais pourquoi ils ont torturé? Parce que, par essence, l'armée française serait une armée de tortionnaires et comme je ne sais pas, moi, digne du Troisième Reich. M. Bouteflika a fait la comparaison. Non. Nous avons affaire à des gens qui se sont trouvés devant une situation d'exception. Ils se sont trouvés devant un terrorisme extrêmement pervers, extrêmement, comment dirais-je, meurtrier, qui ne reculait pas devant les attentats meurtriers contre des femmes, des enfants, des vieillards. Bon, ils ont cru que, en recourant à des interrogatoires musclés, en recourant à des, comment dirais-je, en établissant des services de renseignement, ma foi, très, très durs, recourant parfois à la torture. Ceci n'est pas un scoop, hein, voilà. Ils allaient démanteler les réseaux en question, les réseaux terroristes. Le fait est que c'est ce qui s'est produit. Était-ce une bonne chose? Personne ne peut approuver la torture comme ça en soi. C'est un moyen qui est de toute façon contestable, discutable et parfois contre-productif. Mais moi, je me place, si vous voulez, en historien. Ouais. Parler de la torture sans parler du terrorisme, c'est très malhonnête. Mais justement, en tant qu'historien, est-ce qu'avec le recul, on peut dire que la torture a parfois aidé à limiter le terrorisme ou à empêcher des bombes d'exploser? Je pense. Alors, il y a des cas concrets? Oui, il y a eu beaucoup de cas de ce genre où des réseaux entiers ont été démantelés. Et d'ailleurs, le fait est qu'à partir de 1957, à l'automne 1957, le terrorisme disparaît à Alger. Vous voyez, il n'y a plus de réseau terroriste, c'est terminé, on entre dans une période fin 57 d'ailleurs, qui est aussi suivie par l'arrestation de Ben Bella, etc., le détournement d'avion, enfin bon. 58, ce sont des périodes où, jusqu'en 59-60, à Alger, il n'y a plus de terrorisme. Et je vais vous donner un exemple, si vous voulez, parce que parfois il faut être concret. Je vais vous donner un exemple vécu. J'habitais dans un faubourg d'Alger qui s'appelait Maison Carrée. Et 56-57, pour rien au monde, j'aurais traversé le pont qui menait au quartier musulman, parce que c'était extrêmement dangereux. Et en revanche, après 1957, en 1958, 1959, mais
j'avais quel âge? 17, 18 ans, j'allais me promener tout seul dans ces quartiers-là, parce qu'il y avait beaucoup de, vous voyez, de marchés qui se tenaient là, de friperies, de brocantes, de choses comme ça. Donc on aimait bien aller là. Et parfois on a même fait des matchs de foot avec des musulmans de ces quartiers. Mais c'était impensable en 56-57. Donc le calme était revenu complètement. Alors, si vous voulez, sur le plan de l'efficacité immédiate, c'est sûr que c'était efficace. On a dit par la suite que oui, mais en faisant ça, l'armée française a créé, bon, c'était une critique que faisait Albert Camus. Ouais. Si vous torturez un type, vous créez 10 terroristes. Bon, peut-être avait-il raison, peut-être il faut se placer dans la longue durée. Mais je ne sais pas si on peut dire véritablement que l'armée française, j'ai vu moi au contraire beaucoup de musulmans se rallier à partir de ce moment-là à la France, à l'armée française. Ben, pourquoi? Parce qu'ils avaient l'impression que la France avait choisi de rester en Algérie. Et ça, c'est quelque chose qui s'est dissipé seulement tardivement, quand en 1960, jusqu'au moment en 1960, le général de Gaulle a dit la République algérienne qui n'existe pas, mais qui existera un jour. Alors là, on était dans une toute autre phase. Ah, pour finir sur Mitterrand, parce que moi, il y a quand même une énigme en France, pour moi, c'est que Mitterrand a commis autant d'atrocités, voire plus, que Jean-Marie Le Pen lui-même. Alors pourtant... Ah oui, enfin, sa responsabilité était plus grande. Voilà, en plus avec une responsabilité plus grande. Et pourtant, Jean-Marie Le Pen, c'est le grand méchant, et François Mitterrand, c'est le grand gentil. Alors, écoutez, comment vous expliquez ça? En ce qui concerne Le Pen, je ne peux pas prendre parti sur la question de savoir s'il a pratiqué la torture, etc. Franchement, je ne crois pas. Mais comme je ne connais pas les dossiers personnels des gens, qu'est-ce que je vous dis? Ça me paraît invraisemblable. Il est vrai que, je vous dis ce que je sais en ce qui concerne Le Pen. Le Pen était un ami assez intime du général Massu. À partir de là, est-ce que ça veut dire, parce qu'il était ami du général Massu, qui commandait la 10e région militaire, qu'il a lui-même pratiqué la torture? Alors là, ça m'étonnerait. Bon. Mais ça, c'était pas ma question. Ma question, c'est sur Mitterrand. C'est sur Mitterrand. Non, mais vous avez fait une comparaison. Oui. Alors, je veux dire, c'est certes, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Mitterrand a beaucoup plus de responsabilités à cette époque, sur le plan politique et sur le plan du déroulement de la guerre d'Algérie, que beaucoup d'autres personnes. Et y compris, il a beaucoup plus de responsabilités qu'Aussares. Il est ministre de la Justice. Rien ne se fait dans les tribunaux, rien ne se fait avant les procès, et aucune exécution capitale n'a lieu sans son aval. Donc, ses responsabilités sont considérables. Et comment vous expliquez qu'il n'ait jamais eu à répondre de ce genre de responsabilité? Ah ben, c'est le politiquement correct. Nous vivons sous le règne du politiquement correct, cher monsieur. Et vous croyez que De Gaulle n'a pas des responsabilités pour un tas de choses? Et Mais lui, il est mort avant de pouvoir en répondre. Mitterrand, il a été au pouvoir en 81, il a gouverné 14 ans. Donc, Ah oui, mais alors, ça, je me souviens très bien de cette période. Il n'était pas concevable, tout simplement, que quelqu'un aille poser les mauvaises questions. D'ailleurs, vous savez, à partir du moment où les socialistes sont arrivés au pouvoir en 1900, le 10 mai 81, si je me souviens bien, vous vous souvenez. On a vu... Alors, je ne dis pas, loin de là, que la presse était libre avant, pas du tout, et certainement pas la télévision. Mais on a vu quand même une razzia sur les médias, etc., qui ont été, je risque le mot, je ne dirais pas colonisés, mais en quelque sorte pris en main par toutes sortes de gens apparentés au parti
dominant de l'époque, le Parti socialiste, situation qui n'a pas fondamentalement changé aujourd'hui. Enfin, un petit peu, mais pensez qu'à l'époque, une des bêtes noires des socialistes arrivés au pouvoir, c'était El Kabach. Donc, vous voyez, El Kabach, c'est pas quand même un homme qui a tellement, c'est certainement un très bon journaliste, mais qui professionnel, mais qui n'a jamais brillé par une, comment dirais-je, c'est pas vraiment un dissident, quoi. Non. Et alors, pour terminer sur cette page Mitterrand, est-ce que vous seriez aussi critique avec Mitterrand que vous l'êtes avec Général de Gaulle? Moins parce que, bon, si vous voulez, bon, Mitterrand, c'était un bon machiavélien. Hein, on disait qu'il était florentin, c'était tout dire. Mais il faut quand même reconnaître que le général de Gaulle a battu des records, là. Et puis, il n'y a pas que ça. Que les hommes politiques mentent, c'est malheureux à dire, mais c'est dans la triste logique des choses. Parce que, comme le disait Machiavel, tout l'art de la politique consiste à faire croire. Donc, il ne faut pas trop s'étonner si les hommes politiques mentent. En matière de désinformation, si la désinformation consiste, comme le disait Volkov, à amener des gens à des conclusions fausses à partir de prémices qui ne le sont pas nécessairement, il faut quand même